Au cours des 40 dernières années, depuis les années 70, l'ophtalmologie a connu un développement extraordinaire. Non seulement en chirurgie, et tout le monde a entendu parler de chirurgie de cataracte, mais aussi dans le développement des connaissances et des possibilités de traitement des malades atteints d'affections rétiniennes. C'est à l'occasion du développement et de la création de méthodes d'imagerie telles que l'angiographie à la fluorescéine et plus tard l'OCT ou cohérence optique que l'on a pu effectivement mieux connaître les pathologies de la rétine, plus particulièrement de la macula. On s'est ainsi orienté beaucoup sur les pathologies liées au diabète et plus encore liées à l'âge, à cette fameuse DMLA. Ces maladies étaient jusque-là subies, acceptées, considérées comme irréversibles et finalement mal comprises. En 1970, les premiers appareils d'angiographie venaient d'apparaître et nous avons eu l'intention et le bonheur de pouvoir développer cette technique d'imagerie, analyser et mieux comprendre tous les stades évolutifs de cette maladie. Et au fur et à mesure que nous comprenions, chercher à trouver un traitement. Nous avons eu aussi une chance extraordinaire, c'est que dans les mêmes années, 70, s'est développée une première thérapeutique utilisant le laser et nous permettait de détruire ces fameux néovaisseaux sans abîmer le point de fixation, sans abîmer la rétine utile pour la vision. C'est à partir de cela que toute une série de développements se sont faits, de jeunes médecins sont venus nous joindre. Nous avons participé à toutes les grandes réunions internationales et nous avons eu le bonheur de voir se créer une véritable école française de rétine. Pourtant, pendant ces années, nous étions quand même bien déçus, puisque seulement un très petit nombre de patients pouvaient réellement bénéficier de cette thérapeutique, et encore à condition que les lésions soient reconnues extrêmement précocement. Cette période s'est modifiée grâce aux efforts de très nombreux chercheurs à travers le monde qui ont, dans les années 90, réussi à trouver un premier traitement pharmacodynamique. Mieux encore, dans les 10 ans qui ont suivi, d'autres procédés thérapeutiques sont survenus. Des procédés qui permettaient d'empêcher le développement et l'explosion des néovaisseaux et donc de stopper la maladie avant qu'elle n'ait créé des dégâts et même dans un nombre important de cas, de récupérer une fraction importante de vision. On s'est aperçu que les médicaments que l'on employait à l'époque, ou que l'on a commencé à employer à cette époque, pouvaient être administrés directement dans l'œil par des injections intraoculaires, impressionnantes bien sûr, mais non douloureuses, et qui permettaient d'obtenir un résultat thérapeutique maximum puisque le médicament était concentré dans l'œil et n'atteignait pas le reste de l'organisme. Pendant toute cette période, bien sûr, il a fallu développer les possibilités techniques. Donc développer, comme l'a fait le professeur Souyed, les possibilités d'accueil d'un nombre de plus en plus grand de patients pour bénéficier des diagnostics et des injections intravitréennes. Il a fallu développer aussi des méthodes d'enseignement. Il a fallu aussi, bien sûr, participer aux travaux de recherche, car jamais une étape n'est définitive. Et à chaque instant, il est nécessaire de progresser dans la connaissance des mécanismes, dans la connaissance de ce qu'on appelle l'éthiopathogénie, de manière à ce que nous puissions améliorer encore le processus thérapeutique. Enfin, au-delà de la recherche et au-delà de toutes ces étapes, il reste aussi la formation des médecins, mais plus encore aussi peut-être la formation du grand public.